Bonjour et bienvenue, il est 11 heures, l'heure du webinar Monster. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau webinar sur la reconversion professionnelle. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée de marque qui est Biljana Zarik. Bonjour Biljana et merci d'avoir accepté notre invitation. Ravie de Bonjour présenter Lucie. ce webinaire avec toi. Donc, on va voir ensemble les points essentiels à connaître pour réussir votre reconversion professionnelle. Je vous propose de faire un petit tour de table avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je présente Biljana. Biljana qui a une longue expertise dans la reconversion, qui travaille au sein de HRCP, donc une filiale de Randstad, composée de 4 pôles. Donc, le pôle Process RH, Transformation et Vie au travail. Et Biljana dirige le pôle Développement du capital humain. Elle a une longue expertise sur la reconversion. Elle a une casquette aussi, je crois, de coach, formatrice et psychologue, si je ne me trompe. C'est Oui, bien ça? tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, donc normalement, j'ai rien oublié, mais tu peux encore intervenir s'il y a des points ajoutés. Si, je suis médiatrice également. Voilà. Je savais que j'oubliais quelque chose parce que Biljana est couteau suisse. Voilà. Et quant à moi, donc Lucie Bédrossian, vous commencez à me connaître pour ceux qui suivent les webinars Monster. Donc je travaille pour Monster, le spécialiste de l'emploi. J'ai une expertise de 9 ans dans les ressources humaines. Donc j'ai commencé par aider les entreprises à trouver les bons candidats. Et aujourd'hui, je m'occupe de donner, en tout cas, tous les conseils dont vous avez besoin pour vous démarquer auprès des recruteurs et trouver l'emploi qui vous convient vraiment. Alors, Monster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui existe depuis plus de 20 ans en France. Donc, on est un multispécialiste, c'est-à-dire qu'on vous fournit des offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité, partout en France, sur notre site, sur notre application mobile. Et d'ailleurs, je vous invite à faire un petit tour parce qu'on vient de lancer une toute nouvelle homepage. Et puis, on a l'habitude également de faire des événements comme celui-ci aujourd'hui pour traiter de tous les sujets qui peuvent vous intéresser, à vous accompagner dans votre évolution professionnelle et trouver le job qui vous convient vraiment. Donc, avant de commencer, un petit Ah, point contexte. oui, tout à fait. Merci Lucie. Alors déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors, pourquoi a-t-on choisi cette question de la reconversion professionnelle? Tout simplement parce que aujourd'hui, la perspective de carrière linéaire et surtout, j'allais dire, dans une entreprise n'est vraiment plus la norme. Alors, ça a déjà commencé il y a quelques années, mais plus on avance et plus ça s'accentue. Alors, pourquoi effectivement ce n'est plus la norme? D'une part, par rapport au contexte actuel, aussi bien au niveau économique qu'au niveau organisationnel, qu'au niveau du monde du travail qui évolue. Qui dit évolution, dit digitalisation, dit intelligence artificielle, nouveaux métiers également. Et il s'avère que, comme on le sait tous, il y a un an, presque jour pour jour, est arrivée donc cette pandémie avec le confinement, et ça a donné un coup, je dirais un coup de boost à cette volonté que l'on a les uns et les autres, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, de vouloir se reconvertir. Alors, la reconversion concerne toutes les couches de la population. Donc, il n'y a pas, j'allais dire, certaines populations qui se reconvertissent plus que d'autres. Il n'y a pas d'âge non plus pour se reconvertir. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est jamais ni trop tôt ni trop tard. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, plus on est âgé et plus la reconversion demande à être mûrie, car en règle générale, on a une famille, et donc qui dit reconversion à 360 degrés par exemple, ça veut dire obligatoirement une implication sur son entourage personnel aussi. Donc bon. Alors que les plus jeunes, surtout donc les 18-24 ans, sont
comment dire, aspirent aujourd'hui et dans ce cas-là, dès qu'ils terminent leurs études, à créer leur propre structure et ils peuvent le décider non pas sur un coup de tête, mais en tout cas rapidement, effectivement, à la sortie de leur cursus scolaire ou universitaire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une reconversion professionnelle peut se faire en plusieurs temps. Plusieurs temps, ça veut dire, je prends le cas d'un exemple concret, une assistante marketing qui souhaitait évoluer vers un poste de journaliste et qui, dans un premier temps, a pris des cours par les cours du soir et de week-end pendant plusieurs années, des cours de journalisme. Elle a réussi également en interne à évoluer dans le service de la communication interne et lorsque son cursus de formation au bout de quelques années a été terminé, c'est là où elle s'est lancée dans son nouveau métier et a été embauchée au sein d'une structure. Pareil, la reconversion, c'est également plusieurs niveaux de reconversion. Vous avez des reconversions, je dirais, light, un chef de projet en communication interne qui évolue vers un poste de community manager, mais ça peut être beaucoup moins light et beaucoup plus, comme je dis, à 360 degrés, un poste, enfin, je veux dire, un consultant qui va changer de métier pour devenir boulanger, pâtissier, par exemple. Et donc là, effectivement, ça demande un travail de réflexion en amont qui est beaucoup plus long et beaucoup plus approfondi. Voilà, je te laisse. Oui, donc tout à fait. Donc, on voulait vous poser une petite question avant de commencer. Oups, je suis allée trop vite. Voilà, un petit quiz pour avoir votre avis. Qu'est-ce que évoque pour vous la reconversion professionnelle? Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Donc, vous pouvez répondre dans le chat. Et puis, on va voir avec Biliana si ça correspond effectivement à la définition qu'elle va nous proposer. Donc, n'hésitez pas à nous dire là tout de suite sur le chat, reconversion professionnelle, qu'est-ce que c'est pour vous? Démarche, oui, changement. Prise de risque, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Défi, liberté pour Valérie. Nouvelle vie pour Yamina. Audace, courage. Épanouissement, rebondir. Bah, c'est un petit peu tout ça. Hein. Je vois que ça réagit beaucoup. Donc c'est un petit peu effectivement tous les points que Biliana va vous évoquer pendant ce webinaire. Donc je te propose Oui. De commencer directement. Voilà. Alors, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de démarrer par deux petites définitions. La première définition est celle du mot reconversion et c'est la définition du petit Robert, donc un nom féminin qui veut dire adaptation à des conditions nouvelles. Et il s'agit également, on parle de reconversion économique, technique et d'affectation, d'adaptation d'une personne à un nouvel emploi. Quand on parle de voilà, c'était pas la bonne flèche. Quand on parle de reconversion professionnelle, en fait, il s'agit d'un changement également qui nécessite une adaptation et donc d'un changement d'activité, d'un changement de métier ou d'un changement de statut professionnel, sachant que certaines personnes peuvent cumuler les trois en même temps. Donc, du coup, en termes de changement, c'est quelque chose de très important et qui peut, du coup, générer, bien évidemment, un certain niveau de stress, même s'il y a une motivation qui est très forte. Je vous disais juste avant qu'il y a différents types de changements. Donc, effectivement, on peut changer de métier. Par exemple, je suis informaticien et je vais évoluer vers un poste de manager, mais tout en restant dans mon secteur d'activité qui est l'informatique. Mais ça peut vraiment aller jusqu'à des reconversions profondes. Et je cite des exemples concrets que j'ai rencontrés d'une personne qui était directrice marketing et qui s'est reconvertie dans dans la culture de comment s'appelle cette épice que l'on utilise pour la paella. Ça y est, le nom m'a échappé. Bref. Le safran?
Voilà, merci Lucie. Je Voilà. t'en prie. Et du coup, effectivement, elle s'est reconvertie donc dans la culture de Safran parce que, bah, d'une part, c'est souvent des cultures qui sont à l'étranger. Elle est en France, dans la région lyonnaise, et depuis, sincèrement, ça marche du tonnerre. Donc, c'est une reconversion qui est à 360 degrés et qui est réussie. Alors, j'utilise pas les bonnes flèches. Je vais, voilà. Alors, quand on parle de reconversion professionnelle, aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui interroge. Et pourquoi c'est un sujet qui interroge? Tout simplement parce qu'il prend de l'ampleur. Il y a une étude très récente de 2021, enfin de janvier 2021, qui a été réalisée par le Centre Info, qui met en avant comme chiffre que 47 des actifs aujourd'hui, donc, sont en train de se reconvertir ou envisagent de le faire. C'est-à-dire 50% des actifs ont en tête ou sont carrément dans l'action de reconversion, donc de changement de métier, encore une fois de manière plus ou moins approfondie. Donc dans cette étude, il y a d'autres chiffres qui sont également importants et ce qui me semble intéressant, c'est également le chiffre de 34% des jeunes de 18 à 24 ans qui sont également en process de reconversion. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, de par le marché de l'emploi, et ça c'est avant même le confinement et le Covid, il est vrai que pour les jeunes qui sortent d'une formation et lorsque ils ont des difficultés à trouver un poste dans ce pourquoi ils ont été formés, ils n'hésitent pas à se reconvertir. Et entre autres, je pense également à une personne qui a fait l'IAE de Paris. Alors là, c'est pas la raison. Enfin, la raison, c'est pas parce qu'elle n'a pas pu trouver de boulot, mais en fait, elle s'est reconvertie là aussi dans un métier lié à l'agriculture, donc à tout ce qui est bioagriculture et pour aider les agriculteurs à s'orienter vers ce type d'agriculture. Et elle s'est reconvertie dès qu'elle est sortie, j'allais dire de sa formation de l'IAE, où du coup elle a suivi une formation très pratico-pratique dans des fermes qui utilisaient effectivement tout ce qui est lié au bio et à la sauvegarde de l'environnement. Alors, qu'est-ce qui explique également que aujourd'hui on parle beaucoup de reconversion et ça, je pense que nous sommes tous au courant maintenant que 50% des métiers d'ici 5 ans n'existent pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez effectivement des métiers qui sont fragilisés parce qu'on sait très bien que ils n'ont plus d'avenir, alors qu'il y a des métiers qui eux sont sous tension parce que justement on n'arrive pas à trouver des personnes pour occuper les postes. Et du coup, vous avez des entreprises qui, au travers de leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vont mettre en place des parcours de reconversion. Donc, ce n'est pas uniquement que des parcours de formation, mais vraiment de reconversion, donc d'un métier vers un autre métier, qui bien évidemment est un métier soit sous tension ou en tout cas porteur. Et cela peut se faire également au niveau du bassin d'emploi dans lequel se trouve l'entreprise. Vous avez un petit visuel juste à côté qui montre que entre 2011 à 2020, si je me trompe, on a on a doublé même le nombre de recherches dans Google sur le terme reconversion professionnelle. Oui, tout à fait. Sur ce graphique, je me permets, Oui. on voit l'évolution sur les 10 dernières années. Alors, c'est pas le nombre de requêtes, mais c'est la proportion de requêtes saisies dans le moteur de recherche Google. Et donc là, on voit que c'est exponentiel, surtout les dernières années. Ok. Alors, la reconversion professionnelle, pourquoi et pour qui? Je vous l'ai dit juste auparavant, pour qui? Pour tout le monde.
Tout le monde peut effectivement souhaiter ou avoir besoin de se reconvertir professionnellement aujourd'hui ou demain. Donc cela concerne donc, comme on l'a dit, encore une fois, des jeunes, des moins jeunes, des qualifiés, des moins qualifiés. Et quelles sont les raisons qui aujourd'hui peuvent pousser une personne à vouloir se reconvertir? Alors une chose est sûre, c'est que à quelques exceptions près, ce n'est pas des raisons financières qui pousse, en tout cas ce n'est pas la première raison et de loin, la raison qui pousse les personnes à se reconvertir professionnellement. La raison qui est en tête, et ça a été accentué avec effectivement le confinement, c'est le fait de pouvoir donner du sens à son travail, soit parce que la personne a fait le tour de son métier, et donc du coup voilà, elle a plus rien à apprendre, soit parce que le travail tel qu'elle l'imagine, voire tel qu'elle souhaite, j'allais dire, le faire vivre, les conditions dans lesquelles elle se trouve ne lui permettent pas de vivre et de faire vivre son métier comme elle le souhaiterait. Ensuite, vous avez également l'ennui dans son travail. Et alors ça, c'est j'ai trouvé une statistique là, récente de 2019, un sondage de Quapa qui dit que 63, donc en 2019, 63% des Français disent s'ennuyer au travail. 63%, c'est énorme. Et 30% d'entre eux considèrent être en burn-out. Donc vraiment, effectivement, ce sentiment, cet état d'ennui profond qui amène bien évidemment de la démotivation, mais à la limite, si ça s'arrêtait que là, bon, c'est déjà pas mal, mais surtout, ça peut entraîner chez la personne une perte d'estime d'elle-même, avec de l'anxiété, avec éventuellement également des comportements addictifs, voire aller jusqu'à la dépression. Donc oui, si on s'ennuie au travail, il faut vraiment, j'allais dire, prendre les devants et sans obligatoirement parler de reconversion professionnelle, mais en tout cas se poser les bonnes questions pour soit changer de métier ou s'orienter vers un autre type d'environnement professionnel. Ensuite, qu'est-ce qui peut pousser également de la reconversion professionnelle? C'est surtout chez les jeunes. Alors, je dirais, c'était avant tout chez les jeunes, mais ce n'est plus que chez les jeunes, ce besoin de rechercher un équilibre entre vie privée et vie personnelle. Il est vrai que, je veux dire, les natives digitales sont arrivés, j'allais dire, dans le monde du travail. Ils ont connu un ou deux de leurs parents qui ont vécu une période de chômage, ou en tout cas dans leur entourage personnel, il y a une forte probabilité pour qu'ils aient connu une ou plusieurs personnes qui se sont retrouvées donc au chômage. Eux-mêmes ont pu avoir également des difficultés donc pour trouver leur premier travail. Et une chose est sûre, c'est que aujourd'hui les jeunes, et encore une fois de plus en plus également de personnes, je dirais plus expérimentées professionnellement, ne veulent plus choisir entre vie privée et vie professionnelle, et l'équilibre devient vraiment essentiel pour eux, et c'est ce qui amène certaines personnes à aller vivre en province. Et d'ailleurs, on a pu le voir au travers du confinement, le pourcentage de personnes qui ont quitté, non pas uniquement que Paris, mais qui ont quitté les grandes villes, qui ont déménagé. C'est pas uniquement quitté, j'allais dire, la grande ville pendant le confinement. C'est complètement, j'allais dire, déménager. Et qui dit déménager dit, dans certains cas, changer de métier ou changer de statut. Par exemple, j'étais consultante en ressources humaines dans un cabinet anglo-saxon à Paris, et je me retrouve freelance à Compiègne ou je sais pas moi à Vannes, parce que effectivement il y a un mode de vie qui m'est beaucoup plus
plus agréable pour cet équilibre vie privée, vie personnelle. Et puis, il y a bien évidemment des personnes qui souhaitent se reconvertir pour effectivement aller vers des métiers et vers des postes qui ont de l'avenir et qui sont donc des postes porteurs. Alors, nous avons identifié cinq points qui nous semblent vraiment essentiels et 5 points qu'il faut avoir en tête lorsqu'on souhaite se reconvertir professionnellement. Et comme je le disais tout à l'heure, plus cette reconversion est très importante, et plus effectivement ces 5 points prennent encore plus d'importance. Alors, le premier point, c'est justement de faire le point sur ces motivations profondes de vouloir se reconvertir professionnellement. Est-ce que il faut se poser la question, est-ce que ce souhait est un souhait qui est juste? Est-ce que je souhaite vraiment changer de métier, ou est-ce que c'est plutôt l'environnement dans lequel j'exerce mon métier qui ne me convient pas? Et dans ce cas-là, soit changer d'employeur peut être amplement suffisant et sans aller, j'allais dire, sur une reconversion. Pour vous aider à réfléchir et à se poser donc les bonnes questions sur est-ce que mes motivations, j'allais dire, tiennent la route pour que ma reconversion soit une reconversion réussie, vous pouvez utiliser différents types d'outils, de démarches, en étant ou pas, j'allais dire, accompagné par un coach. Alors, on vous en présente que 3, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, le premier outil est le modèle des niveaux logiques de Robert Dilts. Alors, il s'agit d'une pyramide avec 6 logiques de pensée. Donc parmi ces 6 logiques de pensée, vous avez donc le niveau 1 qui est donc le niveau le plus bas, qui est l'environnement. En fait, ce niveau de logique concerne le contexte dans lequel la personne évolue. Ensuite, le niveau 2, c'est le comportement. Ça concerne le niveau des actions qui sont réalisées ou pas par la personne. Ensuite, le niveau 3, c'est les capacités, donc ce sont les compétences et l'organisation dans laquelle se trouve la personne. Ensuite, le niveau 4, ce sont les croyances et les valeurs qui concernent aussi bien la personne que les autres, ou j'allais dire sa manière de voir la vie de manière plus globale. Le niveau 5, c'est l'identité vraiment intrinsèque et quelle est ma mission, en fait, ma raison d'être dans le cadre professionnel, puisque là on parle du cadre professionnel. Et puis le niveau 6, c'est le niveau de l'appartenance, c'est-à-dire quel est le monde auquel je me sens appartenir. Alors, comment utiliser ce modèle? En fait, ce modèle est utilisé pour résoudre donc des problématiques et en identifiant dans un premier temps dans quel niveau de logique se trouve la problématique de la personne. Le mieux, je pense que c'est de parler d'un exemple. Un professeur d'université, en fait même pas d'université, d'une école de commerce d'ailleurs, qui donc vient nous voir et nous dit moi je veux me reconvertir, je ne peux plus des étudiants, je ne peux plus des autres professeurs. C'était la catastrophe et il fallait vraiment je veux me reconvertir, mais je sais pas vers quoi me reconvertir. Et en fait, en interrogeant donc cette personne, on s'est rendu compte que la problématique, en fait, c'était une problématique de comportement.
C'est-à-dire cette personne qui était particulièrement perfectionniste, du coup avait un comportement qui pouvait être jugé comme désagréable par d'autres personnes, donc que ça soit ses élèves ou que ça soit les autres professeurs, et du coup ça générait des conflits plus ou moins importants. Et en fait, donc sur cette pyramide de Diels, là où le bas blessait, donc c'était au niveau donc de la logique comportementale. Pour travailler la logique comportementale, il faut basculer sur le niveau supérieur qui est donc la capacité. La capacité, c'est-à-dire tout ce qui concerne les compétences. Eh bien, donc dans le travail qui a été fait avec cette personne, elle s'est rendue compte que son métier de professeur, elle l'adore. Donc, elle adore effectivement pouvoir transmettre et justement pouvoir transmettre à de jeunes personnes qui sont en devenir. Par contre, elle s'est rendue compte qu'elle avait tout un travail à faire, à la fois donc au niveau de sa gestion du stress et puis de sa confiance en elle. Et du coup, pas besoin de reconversion. En tout cas, la reconversion n'était pas la solution. Voilà. Ensuite, un autre, alors ça effectivement, ce sont d'autres exemples que vous pourrez lire dans le document qui est téléchargeable, pardon. Alors un autre outil qui peut être utilisé, c'est l'ikigai. Alors, l'ikigai, en fait, c'est une philosophie de vie japonaise qui consiste en fait à trouver du sens à notre vie, et ceci au travers d'un équilibre entre 4 composantes. Les 4 composantes, c'est ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé. Bien évidemment, j'oubliais de le dire, ça me paraît évident, mais mieux vaut encore le dire, quand on souhaite se reconvertir, l'objectif est quand même de se reconvertir vers un métier ou un nouveau statut, mais qui nous permette bien évidemment de continuer à vivre et à subvenir, j'allais dire, à ses besoins. Et donc, en travaillant donc sur ces 4 composantes, on va identifier donc l'intersection donc de ces 4 composantes qui va nous permettre d'identifier donc quels sont le type d'environnement dans lequel on va vraiment pouvoir trouver du sens, s'épanouir tout en ayant une profession, tout en ça répond à une passion, ça répond à une mission, et ça peut même être, j'allais dire, une vocation. Voilà. Alors, dernier outil qui est le bilan de compétences. Alors là, c'est un outil ou une démarche, je dirais que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque ça existe au moins depuis 92, donc depuis la loi de 92. Et le bilan de compétences, c'est une démarche dans laquelle on peut utiliser les 2 modèles précédents. Ou pas. On peut utiliser, j'allais dire, d'autres outils et d'autres démarches. Moi, je dis toujours, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences? Un bilan de compétences, c'est à un moment donné, on prend sa valise professionnelle, on la pose sur la table, on l'ouvre, on sort tout ce qu'il y a dans cette valise, même la petite chaussette là qui est dans le coin et qu'on a oublié, et on se dit, ok, par rapport à ce que j'ai sorti, donc en termes de compétences, qu'est-ce que j'ai envie de réutiliser par rapport donc à un nouveau voyage professionnel. Et donc du coup, je vais remettre donc certaines choses dans cette valise, et puis je vais me poser la question de où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai plutôt envie d'aller vers les pays chauds, les pays froids? Est-ce que j'ai envie d'aller à X kilomètres ou plutôt rester là où je suis? Et c'est ce qui va nous permettre du coup d'identifier les moyens pour y arriver. Est-ce qu'on peut y aller à vélo? Est-ce qu'il faut la voiture? Est-ce qu'il faut l'avion? Enfin bon. Et en fait, on va reconstituer sa valise qui en fait sera le nouveau projet professionnel qui peut ou pas
être une reconversion professionnelle. Et le bilan de compétences a, comment dire, un intérêt, me semble-t-il, vraiment fondamental, c'est que vous faites un bilan de compétences avec une autre personne, avec une personne qui va vous accompagner, qui va utiliser bien évidemment des outils, mais surtout également une personne qui sera là pour vous challenger au niveau, j'allais dire, de vos idées, qui va vous challenger également au niveau des formations qui peuvent ou pas être nécessaires. Enfin, vraiment, c'est une personne qui va vous accompagner depuis, j'allais dire, l'identification enfin, le point de vos motivations jusqu'à l'identification donc de votre métier de reconversion. Alors, point également qui nous semble important, c'est d'identifier ses forces de caractère et ses compétences. Alors, dans le bilan de compétences, il y a toute une partie de, on identifie les compétences des personnes. Alors, là, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'est également un autre outil ou une autre approche qui est l'approche des forces de caractère, qui s'est basée en fait, ou qui est basée plutôt sur la psychologie positive. Donc la psychologie positive, elle travaille sur qu'est-ce qui fait qu'une personne est bien, et non pas qu'est-ce qui fait qu'une personne est mal. Donc là, les forces de caractère, ce sont donc des forces qui sont en fait des aptitudes naturelles que nous avons tous. Donc ces forces de caractère sont au nombre de 24 et réparties en 6 vertus. Alors, ce qui est vraiment très très intéressant, j'allais dire, dans cet outil, c'est que quand on peut professionnellement s'appuyer sur une ou plusieurs de ces aptitudes naturelles, eh bien, ça nous demande aucun effort. Pour cause, c'est naturel. Et comme du coup, ça nous demande aucun effort, eh bien, on donne le meilleur de soi-même. Pour ma part, j'ai eu la chance d'évoluer effectivement vers des métiers orientés ressources humaines, et X années après, c'est-à-dire il y a relativement peu de temps, j'ai découvert quelles étaient donc parmi mes 25 forces, la première qui est toujours la générosité. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi pendant ces X années, je me suis toujours sentie à ma place dans les métiers que j'ai occupés, donc de conseil et d'accompagnement, donc RH, aussi bien des salariés que des entreprises. Ensuite, quand on parle de compétences, on parle également de compétences techniques. Alors, on utilise le terme de hard skills, de compétences comportementales. On entend beaucoup parler des soft skills, de compétences transverses. En fait, là aussi, on se rend compte que qu'est-ce qui va faire qu'une personne va réussir à un poste donné, c'est essentiellement ses compétences comportementales. Et alors selon les études, selon j'allais dire les chercheurs, on met plus ou moins en avant le même type de compétences comportementales. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le cadre d'une reconversion, ou pas d'ailleurs, c'est de se poser la question: quelles sont mes compétences transverses, qui sont, allez, à 90% plutôt des compétences comportementales que des compétences transverses. Alors, les compétences transverses, c'est ce qui vous permet, et c'est ce qui vous permettra, en fait, de basculer d'un poste que vous occupez ou d'un métier que vous occupez aujourd'hui vers un autre poste, tout en utilisant, donc, ces mêmes compétences transverses. Je vais vous redonner un autre exemple, personnel encore une fois. Quand j'ai démarré dans la vie professionnelle, j'ai démarré en tant que commercial en marketing direct. Et 3 ans après, je me suis dit, j'aimerais bien effectivement faire du recrutement.
Et donc voilà, j'avais ma fibre là, mon de générosité qui déjà commençait à vibrer, ou en tout cas à prendre place. Et je me suis dit, mais je vois pas du tout comment, moi qui suis pas psy à l'époque, je l'étais pas, je n'avais qu'un DESS en management de ressources humaines, comment est-ce que je pouvais faire du recrutement. Et j'ai eu la chance d'avoir été bien conseillée par une personne qui m'a permis d'identifier mes compétences transverses qui me permettaient donc justement de basculer vers du commercial, vers du recrutement, l'écoute, l'empathie, l'assertivité. Voilà. Donc là, il s'agit d'une reconversion qui n'a pas nécessité de formation, par exemple. Nous avons essayé aussi d'identifier pour vous des compétences donc transverses qui nous paraissaient importantes à avoir quand on se positionne dans une reconversion. Et je dirais plus la reconversion est est d'un degré important, et plus ces compétences transverses sont importantes également. Tout à l'heure, on dit dans la définition de reconversion, donc il y a bien, j'allais dire, une adaptation à un environnement nouveau. Oui, il faut avoir des compétences d'adaptabilité et de gestion du stress, qui va pour moi également avec la flexibilité mentale, c'est-à-dire accepter que en tant que consultant, je travaillais d'une certaine manière, mais là en tant que pâtissier, ok, c'est pas du tout le même modèle qui est à suivre. C'est également parmi donc ces exemples le fait d'avoir le sens du collectif. Même quand on est indépendant, on a besoin du collectif. Alors, ce collectif-là, on va le trouver soit en étant dans des coworking, soit en appartenant à des groupes de pairs dans le même type de métier. Mais on a besoin d'appartenir à un collectif pour échanger les nouveautés, pour faire des rex, des retours d'expérience, et du coup pour pouvoir progresser de manière individuelle également, mais au travers, j'allais dire, du collectif. Et autre point qui nous semble également essentiel, c'est le fait d'avoir confiance en soi. Oui, la reconversion, encore une fois, plus le degré est important et plus c'est pas évident, hein, c'est déstabilisant, hein, c'est sûr, mais à partir du moment où le travail en amont d'identification de la motivation, lorsque cette motivation elle est juste, il faut avoir confiance, j'allais dire, dans ses motivations, et c'est là où on se rend compte aussi à quel point il est important d'avoir un entourage autour de soi qui, pendant les périodes où on peut perdre effectivement confiance en soi, et c'est tout à fait légitime, ils sont là pour justement ne pas vous laisser perdre trop longtemps confiance en vous. Oui, nous rappeler les bonnes raisons qui nous poussent à ce changement, et pas voir uniquement les inconvénients ou le risque, ce qui est normal. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc on a bien identifié ces motivations, ce sont des motivations qui sont justes. On a donc identifié quelles étaient ses compétences, quelles étaient donc ses forces de caractère, et donc on va identifier quel est le ou les métiers qui correspondent le mieux à qui on est et dans quel type de contexte plus global on souhaite évoluer. Et c'est là où il faut identifier un certain nombre de métiers et pas un seul. Alors, je dis pas qu'il faut en identifier 10, hein, mais par exemple, si la personne souhaite s'orienter vers un métier de bouche, ok, identifier peut-être 2 métiers de bouche et non pas un seul pour avoir toujours un plan B éventuellement si nécessaire. Et donc la phase finale en fait donc de cette réflexion, c'est de faire une enquête métier. Alors là aussi, l'enquête métier sera plus ou moins approfondie selon le degré de reconversion dans lequel vous souhaitez aller. Bien. Et plus ce degré de reconversion est important, et plus il sera
nécessaire d'avoir également une immersion dans ce nouveau métier. Alors, ça peut se faire soit par des formations qui alternent donc formation et pratique, mais également avant même d'aller dans les formations, aller en immersion. Ben voilà, le consultant qui souhaite devenir boulanger, eh ben il va passer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avec un boulanger pour voir la vie au quotidien du boulanger. Et c'est sûrement pas quelques heures qui vont suffire. Donc, il faut vraiment que cette immersion soit d'une certaine durée pour vraiment prendre conscience de l'ensemble, j'allais dire, des conditions dans lesquelles s'exerce un métier vers lequel on souhaite aller. L'objectif n'est pas obligatoirement de se dire « Oh là là, non, là, j'y vais plus. » hein. Non, mais c'est juste d'y aller, mais en connaissance de cause. Autre point qui nous semble également essentiel, c'est bien évidemment trouver la formation et trouver son financement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure en vous donnant un exemple personnel, toute reconversion ne nécessite pas obligatoirement une formation. Hein. Si les compétences transverses suffisent, ça peut être suffisant. Après, ce qui est important, c'est d'identifier et d'être accompagné également donc dans cette identification de la formation. Si une formation courte peut être suffisante, s'il faut effectivement qu'elle soit plus longue, certifiante, diplômante ou pas, et vous avez des reconversions, encore une fois, des reconversions vers des métiers plus manuels qui demandent obligatoirement une formation. Alors qui n'est pas une formation de très longue, hein, des CAP par exemple. Je reviens encore au boulanger ou au pâtissier, mais ça peut être pour le boucher également, pour le plombier, voilà. Donc vous avez, l'État exige que les personnes qui exercent les métiers de boulanger aient eu un CAP en boulangerie. Bien. Ensuite, comment trouver un financement quand besoin de formation. Alors, tout le monde connaît J'ai été trop vite là. Voilà, je me disais bien. Donc, tout le monde connaît le CPF, donc je vais pas en parler plus longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, le CPF n'est plus donc en nombre d'heures, mais mais en nombre d'euros hein, que vous avez agrémenté tous les ans. Vous avez également comme mode de financement le congé de transition professionnelle. C'est l'ex-CIF. En fait, vous pouvez vous faire financer une formation, soit en arrêtant de travailler pendant 1 an ou 2, soit en continuant à travailler. Et donc, une partie ou la totalité de la formation peut être prise en charge par ce congé de transition professionnelle. Ensuite, certaines entreprises donc mettent mettent en place des plans de développement des compétences et je dirais même des plans de reconversion en interne qui sont effectivement très intéressantes parce que ça permet du coup aux personnes de rester, j'allais dire, dans l'entreprise dans laquelle ils se trouvent, tout en faisant évoluer leurs compétences vers des métiers du futur. Vous avez également donc ce qu'on appelle la promotion par alternance. Donc c'est le fait de pouvoir financer là aussi donc une formation tout en étant en formation et être alternant, donc être sur le terrain. Donc ça, c'est pour les salariés. Quand on est demandeur d'emploi, on a également des possibilités de financement de ces formations. Alors, il y a toujours bien évidemment le CPF que l'on peut utiliser quand on est demandeur d'emploi également, mais vous avez également l'aide individuelle à la formation qui est donc un financement par Pôle emploi et l'action de formation conventionnée qui est en fait qui finance des formations, mais des formations très spécifiques qui permettent vraiment aux personnes qui ont suivi ces formations
formation, de tout de suite pouvoir être reclassé et donc de trouver un emploi. Comme par exemple, là on a cité le permis C pour une personne qui souhaite, j'allais dire, se reconvertir en chauffeur routier. Dès que la personne a son permis C, il peut effectivement aller postuler à ce type de poste. Avant-dernier point, les ressources pour vous épauler dans cette aventure de reconversion. Alors, les ressources sont bien évidemment une tonne de ressources qui peuvent être des centres de formation, mais vous pouvez sur le site de Pôle Emploi ou de l'APEC, vous pouvez avoir une tonne d'informations sur les métiers, sur les évolutions des métiers. L'APEC, vous avez également des consultants qui peuvent vous permettre également de vous poser et donc de réfléchir sur OK, est-ce que j'allais dire ma reconversion est juste ou pas juste. Et puis vous avez donc des centres de formation comme le Greta, comme le CNAM qui en fait permet de se former tout en travaillant et donc qui permet d'avoir une reconversion qui se fait step by step en fait. Et il faut surtout pas oublier l'entourage. Alors l'entourage, qui soit personnel ou professionnel, c'est essentiel quand on est dans une reconversion. Et encore une fois, plus la reconversion est intense, et plus il est important de pouvoir déjà être soutenu par sa famille, puisque la reconversion a obligatoirement dans ce cadre-là une incidence sur la famille, et ça veut dire qu'en amont il faut également que le conjoint, voire même les enfants également, s'il y a un déménagement, puissent être intégrés, j'allais dire, dans ce processus de reconversion. Le réseau professionnel aussi, car justement quand on est un peu moins quand on manque de confiance en soi ou quand on a quelques doutes, c'est bien de pouvoir s'appuyer, j'allais dire, sur son réseau professionnel, à la fois donc pour faire mûrir, bien sûr, sa réflexion, mais surtout également en termes de soutien moral à des moments qui peuvent être un peu difficiles dans cette démarche de reconversion. Et bien évidemment, faire appel à des experts. Alors, les principaux écueils. Oui, on va les parcourir rapidement puisqu'il nous reste quelques minutes avant les questions-réponses, mais voilà, on va quand même vous les parcourir. Voilà, donc on en a mis 8. Il en manque un qui effectivement je l'ai pas noté, mais c'est avoir un plan B. Oui, au cas où. Alors, le plan B ne veut pas dire, encore une fois, qu'on laisse complètement tomber sa reconversion. C'est juste, on laisse stagner un moment, le temps d'une formation et autres, et après, effectivement, on reprend, j'allais dire, sa reconversion. Ensuite, les 3 freins qui nous semblent essentiels et qu'il faut, j'allais dire, faire attention, c'est la peur de l'inconnu. Oui, c'est légitime d'avoir peur quand on se reconvertit, surtout si c'est à 360 degrés. Le manque de confiance, on en a parlé, donc c'est pareil, c'est légitime, mais il faut pas oublier qu'est-ce qui a motivé votre reconversion, et la complexité des démarches qui peuvent, en fait, c'est pas tellement la complexité, mais c'est la multiplicité des démarches qui peuvent effectivement freiner certaines personnes parce que c'est sur la durée. Voilà. Et on va terminer par la to-do list de la reconversion, qui est en fait une synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Donc, d'abord, se poser les bonnes questions. Est-ce que effectivement je me reconvertis ou pas? Si oui, je fais un bilan donc de compétences pour avoir, j'allais dire, les idées claires sur mes compétences transverses. Je vois vers quel type de métier je peux m'orienter. Je vois si oui ou non il y a un besoin de formation. Et puis après, on se lance. Tout à fait. Merci Biliana. Avant de passer aux questions-réponses, on voulait vous partager une citation inspirante. C'est le mot de la fin et on le laisse à Sénèque. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Voilà, donc à bon entendeur, salut. Et voilà, on vous remercie pour vos questions. Je vois qu'elles sont nombreuses. On va faire au mieux pour y répondre
au maximum. Donc, n'hésitez pas à continuer à interagir. Donc, on va regarder un petit peu. Changer de job ou changer d'organisation, c'est une question de Pascal. Donc, c'est ce que tu évoquais tout au début, Biliana. C'est entre est-ce qu'on parle d'évolution ou est-ce qu'on parle de reconversion? Je pense que voilà, on va pas y revenir dessus. Une question d'Anne-France. Les financements pour se lancer dans la nouvelle reconversion. Donc, c'est ce qu'on a vu. Vous pourrez voir tous les détails et tous les liens. Je vais peut-être vous le montrer. Il y a dans cette présentation, voilà, on a recensé tous les liens des organismes ou des tests qu'on vous a présentés. Donc, ça vous permettra d'avoir une première base de ressources. Après, évidemment, n'hésitez pas à aller plus loin de votre côté et à solliciter les professionnels que vous pouvez avoir autour de vous. Quels sont les métiers sous tension, les métiers fragilisés? C'est une question de Yamina. C'est vrai qu'en ce moment, avec le contexte pandémique et de crise économique, il y a certains secteurs qui sont touchés de plein fouet. Hein. Je vous apprends rien. Tout ce qui est secteur culturel, tourisme, restauration, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Donc, il faut être encore plus vigilant si vous pensez à vous reconvertir là-dedans. Et puis il y a d'autres secteurs qui sont un petit peu plus porteurs. Donc je vois que c'est une autre question également. On pense notamment au métier peut-être du digital et ça a peut-être été accéléré avec le télétravail et voilà toute cette migration vers la transformation numérique. Et puis les métiers manuels. Exactement. On manque de plombiers. Hein, Tout à fait. Voilà. Dans le BTP, on manque, j'allais dire, de compétences et pas obligatoirement, sans que ça soit péjoratif, bien évidemment, les personnes qui sont que sur le terrain. Hein, donc, tout à fait, excellent. Qu'est-ce que le CEP transition collective? C'est une question de Sabine. Alors Biliana, je ne sais pas. De transition collective. Ah oui, le CEP, ça te parle? Je ne connais pas. Non, ça ne me parle pas. Selon moi, je pense que ça doit être non, je sais pas. Je préfère ne pas dire de bêtises. On passe. Donc, on va se renseigner, mais on n'a pas la réponse tout de suite. Désolée, Sabine. Où trouver les informations sur les métiers qui n'existent pas encore? C'est une question de Delphine. Ah, bah alors là, Google, mon ami Google. Oui, et puis peut-être aussi voir un petit peu comment évoluent les industries. Si vous pensez vous reconvertir dans une industrie, dans certains types de métiers, peut-être voir un petit peu les changements majeurs de cette industrie pour essayer d'anticiper les changements à venir et préparer les compétences qui y sont associées. Après, c'est ce que disait aussi Biliana, c'est peut-être le plan B, et essayer de réfléchir sans se mettre d'œillères et essayer de voir, prendre du recul pour voir avoir une vision un peu plus large du contexte. Oui, et puis vous avez comment dire, dans les CCI par exemple, il y a des études qui sont réalisées sur les nouveaux métiers. BPI France également réalise des études, alors qui sont plus ou moins sectorielles, par secteur et plus ou moins global sur également les métiers. Vous avez également des cabinets de conseil en stratégie, voire plutôt en organisation, qui également réalisent des études sur les métiers de demain. Alors c'est pour ça que je vous disais dans Google, tapez voilà métiers de demain et puis vous verrez, il y a mine de rien, il y a beaucoup de ressources. Une question d'Anne-France pour les plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a des spécificités pour les seniors, entre guillemets? Voilà, c'est vrai qu'il y a on entend beaucoup parler des jeunes et tous les dispositifs du gouvernement pour booster l'emploi des jeunes. Et c'est vrai qu'on a peut-être l'impression que les seniors sont un peu plus mis de côté. Qu'est-ce qu'on peut répondre pour les aider? Bah, je lisais encore un article où il disait que dans les différents plans de sauvegarde de l'emploi qui ont lieu aujourd'hui, les premières personnes qui sont concernées donc par les départs, bah, ce sont les plus de 50 ou 55 ans, ce qui est quand même affolant quand on sait que il y a la retraite qui est de plus en plus retardée.
donc il n'y a pas, enfin au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, j'allais dire, au niveau des pouvoirs publics, à ma connaissance, d'aide particulière. Vous avez des entreprises, par contre, qui et souvent ce sont, on parle beaucoup là en ce moment d'entreprises à mission ou de sociétés à mission. Vous avez des entreprises qui du coup justement font en sorte que les seniors ne partent pas et font en sorte que les seniors puissent devenir soit des tuteurs, soit peuvent avoir des modes, j'allais dire, de travail à temps partiel. Enfin voilà, mais c'est plus, j'allais dire, entreprise par entreprise que j'allais dire des aides plus comment dire plus légales ou plus globales au niveau France. Oui, je sais pas si j'ai la question, mais ouais. Il y a Hervé qui partage le lancement de l'APEC, de l'opération Talent Senior pour l'emploi des cadres de plus de 50 ans. Donc merci, et puis pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller tout à fait faire un petit tour pour voir comment bénéficier, le cas échéant. Une question de Françoise, alors j'ai pas la réponse, peut-être que Biliana l'a. Pourquoi perd-on le droit d'utiliser son CPF une fois qu'on a fait valoir ses droits à la retraite? Pourquoi Parce que à la retraite, on est censé normalement ne pas continuer à travailler et donc ne pas continuer à se former. Est-ce qu'il y a des choses, des dispositifs? Non. Enfin, par définition, pour les retraités, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Même si un retraité peut cumuler Ah non. sa retraite avec un travail. Ça, c'est effectivement les aberrations. Les secteurs porteurs, on les a évoqués tout à l'heure, quelques-uns en tout cas. Doit-on travailler en amont son bilan de compétences ou est-ce préférable de le faire spontanément? C'est une question de Sébastiano. Je pense que pour les tests, Biliana, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est toujours mieux de les faire sans réfléchir, entre guillemets, de les faire de façon naturelle pour avoir un résultat qui s'approche le plus près de la réalité et qui vous permet d'avoir une vision vraie et pas une vision idéalisée ou répondre en fonction de ce qui vous semble être de bonnes réponses. Enfin, vous êtes comme vous êtes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste savoir comment on est pour pouvoir s'orienter de la façon la plus pertinente par rapport à son cas précis. Alors, on a beaucoup de questions aussi sur les entreprises qui permettent de faire des immersions. Est-ce qu'il y a des dispositifs en particulier? Est-ce que c'est facile de trouver des entreprises qui acceptent peut-être aussi des apprentis, des alternants plus âgés que ce qu'ils ont l'habitude d'accueillir? Oui, alors en fait, c'est surtout les centres de formation qui ont des contacts privilégiés avec donc les entreprises qui acceptent déjà des apprentis et du coup acceptent également des apprentis j'allais dire qui sont moins jeunes en termes d'âge. Donc c'est via les centres de formation que vous pouvez identifier les entreprises dans lesquelles alors les entreprises de taille très variée dans lesquelles vous pourrez effectivement faire une immersion. Une question de Delphine. Jusqu'à quel âge peut-on bénéficier du Pro A, du dispositif Pro A de financement? Bonne question. À ma connaissance, il n'y a pas d'âge. Ouais. Il n'y a pas d'âge puisque en fait c'est financé. Non, pour moi il n'y a pas d'âge. D'accord. Il faudrait que je me renseigne, mais pour moi il n'y a pas d'âge. A priori, pas de limite. On a aussi des questions concernant les indépendants qui souhaitent se reconvertir. Est-ce que c'est possible pour eux? Est-ce que ils ont droit à des dispositifs en particulier? Et sinon, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour ce type d'actifs? Alors, les indépendants, donc les freelances, ont également donc le CPF
qui peut donc leur permettre donc d'utiliser, enfin, qu'ils peuvent utiliser pour financer leur formation. Et puis, sinon, s'ils sont indépendants via, par exemple, une société de portage, dans ce cas-là, ils peuvent utiliser également les financements de formation, de développement des compétences de la société de portage. Sinon, s'ils sont en micro-entreprise, ils peuvent avoir des financements au niveau des conseils départementaux et régionaux, enfin surtout régionaux d'ailleurs. Une remarque de Marie-Claire, vous ne préconisez pas les études de marché. Alors, on en a peut-être pas parlé, mais oui, ça tombe sous le sens. Avant de se lancer dans un nouveau métier, un nouveau secteur, vérifier qu'il y a des débouchés et voir les besoins spécifiques du marché. Donc oui, c'est nécessaire. Quand on parle d'enquête métier, c'est ça. C'est l'étude effectivement de marché. Il y a Jean-Baptiste qui est en plein dilemme. Merci à vous pour ces informations bien claires. Y a-t-il un lien entre développement personnel et reconversion professionnelle? Il est un petit peu en hésitation pour le moment. C'est souvent lié? Un lien, oui, mais c'est vrai que quand on souhaite effectivement se reconvertir, toute la phase en amont donc de réflexion va vous amener justement à vous poser des questions sur vous et effectivement si besoin de travailler. Par exemple, l'exemple que je vous donnais sur cette enseignante, ça prouve également que quand on souhaite se reconvertir, c'est qu'il y a des raisons profondes qui nous poussent à vouloir se reconvertir. Donc, il y a effectivement un travail de développement personnel qu'il faudra mettre en route pour, j'allais dire, se reconvertir dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Prenons le cas de la confiance en soi. Moi, rares sont les personnes qui ont vraiment confiance en soi. Donc ça, c'est effectivement un point que, j'allais dire, toutes les personnes, alors à des degrés différents bien évidemment, mais toutes les personnes peuvent être amenées à travailler, donc à faire du développement personnel sur sa confiance en soi dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et quel que soit le degré de la reconversion professionnelle, hein, d'ailleurs. Oui. Alors, il est déjà midi passé. Il y a plein de questions. On vous remercie en tout cas d'avoir assisté aussi nombreux à ce webinaire. J'espère que vous avez pu tirer des enseignements qui vont pouvoir vous aider concrètement dans votre projet. Et voilà, on remercie aussi Biliana pour son expertise et sa bienveillance. Voilà, c'est appréciable surtout en ce moment où on en a tous bien besoin. Vous allez retrouver le replay, le support de présentation et puis d'autres documents aussi après le webinaire. Merci en tout cas, bon courage à tous et à très vite pour un nouveau webinaire Monster. À bientôt, belle journée. Bonne journée à tout le monde.